Pinaise. Il peut passer dans des registres très aigus, puis redescendre dans des graves. Et donc c'est ça qui l'a rendu attachant, parce qu'il avait beaucoup plus de relief. Bonjour, je suis Philippe Pétieux et je suis là pour mes rôles iconiques pour JQ France. Avant de vous abandonner ici, quelqu'un connaît le chemin de la maison? Ouais, moi. Alors, on en est à la 34e saison, un peu plus d'une vingtaine d'épisodes. Je suis pas très fort en calcul mental, presque c'est un peu plus même. Un petit peu plus, ouais. On arrive vers les 800 bientôt. Et il y a toujours cet humour qui est dévastateur et qui est, je veux dire, qui fait vraiment l'ADN des Simpsons, c'est l'humour caustique, et ce qui nous permet de regarder ces personnages avec beaucoup de sympathie, avec beaucoup de distance, et on imagine, c'est jamais au premier degré, quoi. Eh bien, enfoncez vos petites dents pourries tordues là-dedans. Ben, je pense qu'on adapte le caractère de la voix au caractère du personnage, et c'est vrai que dans les premières saisons, c'était Bart qui était le personnage principal, et les parents étaient anecdotiques, en fait, étaient des personnages secondaires, ils apparaissaient en début d'épisode, en fin d'épisode, et c'était les enfants qui étaient les personnages principaux, et notamment Bart. Dans les premières saisons, il y a eu tout de suite, enfin assez vite, une levée de bouclier des familles chrétiennes aux États-Unis. Il fallait surtout pas que... D'ailleurs, la série a failli s'arrêter. Matt Groening a failli arrêter la série devant la pression des familles chrétiennes. Il ne fallait pas que les enfants américains s'identifient à ce personnage de Bart, qui était vraiment anticonformiste, enfin qui était contre les valeurs des familles chrétiennes. Il a dit « Ok, on va mettre un peu Bart de côté » et il a développé le personnage d'Homer Simpson, et qui est devenu ce beauf sympathique. Quand j'ai découvert Homer dans ses facéties, dans ses aventures, je pouvais plus lui garder cette voix sérieuse que je lui avais donnée au début. C'était une voix un peu sérieuse qui était proche de celle du grand-père. Et en fait, ce qui m'a aidé à vraiment caractériser la voix d'Homer, c'est l'apparition d'Abraham, du grand-père, qui est arrivé au fil des saisons. Il n'était pas dans les premières saisons, il est arrivé, et il fallait à tout prix que je différencie ces deux personnages. Pas une chaise et approche-toi, mon garçon. Qu'est-ce qu'il y a, papa? Tu pues de la gueule! Je dirais c'est le grand-père qui m'a permis de rajeunir la voix d'Homer. Je lui ai donné davantage des aigus. Au début, c'était « Oh, Bart, je t'en prie, arrête tes bêtises. » Il était trop sérieux et trop dans la mâchoire, trop dans les graves. Oh, regardez-moi ça, un petit jouet qui couine! Et proche de la voix de Dan Castellaneta, la voix américaine, puisqu'on m'avait demandé de coller à la version originale. Oh, what is it? Did I get drunk and buy useless stuff on eBay again? Homer, c'est un grand enfant, quoi. Donc je lui ai rajouté des aigus, ce qui le rend beaucoup plus attachant, en fait. Par exemple, il est capable de passer « Ouh, pinaise !» Il peut passer dans des registres très aigus, puis redescendre dans des graves. Hé, le piaf, il est en train de tuer l'éléphant, empêchez-le! Et donc c'est ça qui l'a rendu attachant, parce qu'il avait beaucoup plus de relief comme ça, et je trouvais, à l'après, mais j'ai mis trois saisons avant de trouver cette voix-là. D'ailleurs, je revois des épisodes des premières saisons. Bon, je dis, ben, ça fait partie de l'histoire de la série, hein, c'est comme ça, je ne vais pas les renier, mais souvent les gens me posent la question, c'était vous qui étiez là dans les premières saisons? Je dis, ben oui, c'était moi. Pour moi, je me suis inspiré de la voix du grand-père, je me suis inspiré de la voix du général de Gaulle, et je m'en suis inspiré dans les tremblements de la voix d'Abraham Simpson. Le vieux bonhomme, le vieux français que je suis. Hein, il a un peu les mêmes tremblements comme ça. Alors, j'attachais un oignon à ma ceinture. C'était la mode à l'époque. Aux États-Unis, ils disent toujours « Oh my God, oh my God, oh mon Dieu, oh mon Dieu ». Et moi, je dis pour Homer Simpson, et c'est pas possible, on peut pas dire « Oh mon Dieu » à chaque phrase. Et puis en plus, il a pas beaucoup de préoccupations ni religieuses, ni métaphysiques. Enfin, Homer, bon. Et du coup, on a trouvé ce petit gimmick en français qui est « Ouh, pinaise », parce que ça collait, en fait, le P, ça tombe sur le M de My God, et puis on a trouvé cette expression un peu désuète, ou pinaise, et c'est devenu culte, donc on l'a gardé pour le personnage, et effectivement il n'y a pas l'équivalent en américain dans la version originale, et ça c'est des libertés qu'on a
qu'on a créé dans la version française. Il y a eu aussi Homer, par exemple, il bute sur des mots un peu compliqués, un peu intellectuels, comme bibliothèque. Il n'a jamais réussi à prononcer ce mot. Et il interdit à Lisa, à sa fille, d'aller à la bibliothèque. Vous noterez que je ne dis plus bibliothèque, mais bibliothèque. Donc ça, c'est des choses qui nous amusent et puis on peut se permettre ça, quoi. Le sang de licorne me permet de rester en vie, mais pas d'avoir à nouveau mon propre corps. Donc moi, je l'ai fait juste dans le premier. On m'avait demandé c'était la Warner, m'avait demandé de trouver une voix, c'était un esprit, on m'avait dit, il faut trouver une voix sur le souffle, c'est un esprit, il faut une voix aérienne, et j'avais trouvé cette voix d'outre-tombe. Voilà, on a cherché un petit peu pour trouver cette voix, et puis voilà, j'avais proposé ça, et puis ils ont gardé cette voix de Voldemort. On me donne souvent des personnages un peu troubles, un peu borderline, et justement, c'est plus intéressant, je dirais, qu'un personnage positif, qu'un héros positif. On a une couleur on donne 2-3 sentiments, 2-3 émotions, mais j'aime bien aller justement dans des zones d'ombre, dans des territoires inconnus. Je suis un homme! Et j'ai un nom, moi. J'ai eu du mal à l'enregistrement. Je suis sorti à faune de cette expérience. Le doublage, il a duré plus d'une dizaine de jours, presque 15 jours, 2 semaines. Il a fallu chercher la voix du pingouin. Il ne fallait pas que ce soit une belle voix, puisque le personnage vit dans les égouts de Gotham City. Une voix sale, ouais, c'est une voix d'arrière-gorge. Et c'est compliqué pour les cordes vocales. Et puis, au bout d'un moment, à force de travailler tous les jours sur cette voix-là, je suis tombé à la fin, heureusement, à la fin de l'enregistrement du film, je suis tombé à faune. Merde! C'est un vrai pépin, ce coup-ci! J'ai marché en fait dans le studio, dans l'auditorium, pour trouver cette voix, parce que le pingouin, il boite, hein, il claudique, et Danny DeVito a fait cette composition, il est comme ça, il fallait trouver cette voix qui vient avec le physique en fait. La voix, c'est quelque chose de très physique, donc on a cherché comme ça, et donc j'ai marché en claudiquant dans le studio, et la voix elle est venue, parce que du coup la respiration elle est cassée, elle est dans l'effort de se mouvoir, et on a trouvé cette voix et on l'a gardée, quoi. Voilà. Vous n'êtes que des mécréants analphabètes irrémédiablement condamnés à la vulgarité. Elle est plus ronde, parce qu'on est dans le dessin animé, dans l'animation, donc il faut... dans Danny DeVito, c'est une voix qui fait davantage peur. Hein, d'ailleurs, le personnage, il fait peur. Hein. Là, il est plus rond, il a des côtés sympathiques. Hein, ce personnage, même si c'est le méchant, on est dans l'animation, quoi. Voilà, on est dans. Et puis c'est jeune public aussi, quoi. Voilà. Désolé qu'un messieurs à la bourre, mon vol parle. Ah! Pas les chiens sans collier, appelle la fourrière! Ah oui, en plus, c'est vraiment un tout petit personnage, mais un personnage marquant dont tout le monde se souvient. Dans tous les Men in Black, il a fait, même dans le dernier, il a fait une toute petite apparition, rien du tout, mais tout le monde se souvient de ce personnage de Franck le chien. Ah oui, je me suis amusé là-dessus, c'était drôle, ça, c'était marrant à faire. Ouais. Vous les humains, mais quand saurez-vous que la taille ne compte pas? Ah, il est avec tous ses plis, voilà, c'est une voix plissée, quoi, voilà. On va dire ça comme ça. Bah c'est ça. Avec du cyclone? Mais qu'est-ce que c'est que ce nouveau produit? Bah, L'œil du cyclone, c'était la grande époque de Canal, c'était le début des Simpsons, puisque les Simpsons étaient diffusés en clair le samedi à 20 h. C'était l'époque des Guignols, et puis il y avait, c'était l'œil du cyclone rendait hommage au programme court, et je me souviens des programmes courts, j'étais directeur artistique, je dirigeais ces enregistrements-là, et dans le cadre de l'œil du cyclone, il y avait la série Batman aussi qui était diffusée, la série Batman. Là, l'œil du cyclone, c'était vraiment des programmes qui étaient complètement décalés, transgressifs. Ouais, on s'est régalé, nous, à tourner l'œil du cyclone. C'était vraiment super. Puis ça allait complètement dans l'esprit, avec l'esprit des Simpsons, quoi. On était dans la grande époque Canal, hein, je peux le dire. Voilà, ça a changé. Oui, ce n'est pas Monsieur Cobblepot qui vous parle, c'est Philippe Pétieux pour GQ. À bientôt.